Bonsoir tout le monde, je m'appelle Michel Puriou. Je dis pour vous mettre à l'aise, je suis un ancien instituteur de carrière. J'ai commencé ma carrière instituteur autrefois, il y a très longtemps. Alors je suis un peu exigeant des fois, hein, pour que, il faut que dans la classe on écoute. Mais j'ai beaucoup fait de formation pour les futurs enseignants, les professeurs des écoles, l'école normale qui est devenue IFM, qui est devenue INSPE. J'ai perdu d'ailleurs tous les noms qui sont venus après. Et donc j'ai fait de la formation toute ma vie. J'ai travaillé beaucoup pour une revue pédagogique et littéraire qui s'appelait Les Actes de lecture. Bon, et puis quand l'âge est arrivé, j'ai trouvé une certaine liberté et j'ai pu enfin me mettre à écrire ce que j'avais envie, quand j'avais envie. Et donc ça a changé ma vie. Vous imaginez un peu de quoi je parle quand je dis ça. Alors, ce soir, je vais vous parler, et en essayant d'être le plus court possible ou le plus rapide, je ne sais pas trop comment il faut faire, je vais vous parler de ce qui s'est passé avant la Compagnie des Indes, parce que tout le monde connaît la Compagnie des Indes de Colbert. L'histoire de France, on la connaît. Mais il s'est passé des choses avant. Et notamment du temps d'Henri IV, les armateurs de Saint-Malo, les marchands de Vitré, de Laval, avaient de grandes ambitions. Et parmi ces gens-là, il y en avait un qui s'appelait François Martin. François Martin de la Ricorday. Il était apothicaire, il est devenu aventurier, et on va voir que c'est devenu un grand homme politique important, orateur, expérimentateur, scientifique, et tout cela du temps d'Henri IV, jeunes gens. Donc il y a des choses à raconter sur lui. Où est mon truc? Hop. Je me suis fait des notes parce que sinon, comme il faut faire serrer, j'ai peur d'oublier des tas de choses. Alors, bon, vous allez voir qu'on va un peu rentrer dans les méandres de l'histoire, pas toujours celles dont on parle dans les livres d'histoire et les manuels, vous voyez. Et notamment, on pense que... Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Si. On pense qu'il y a beaucoup de détails dans l'histoire qui font que l'histoire se construit souvent dans les arrière-cours. J'étais en train il y a quelques années de ça, en train d'écrire un livre qui s'appelle L'âge de Piastre, parce que je suis un rat des archives maritimes, et un jour je suis tombé sur une caisse qui était tous les documents d'un bateau parti de l'Orient en 1750 pour aller jusqu'à la Chine, faire du commerce. J'ai tout trouvé dans cette caisse de carton, je sais même la couleur des cheveux des gens. Bon. Et donc je me suis mis à faire le récit de cette affaire, et je me suis rendu compte, en discutant avec mes collègues Boedec et d'autres de l'époque qui sont plus anciens que moi encore, que s'il n'y avait pas eu de piastres d'argent espagnol pendant la Compagnie des Indes de Colbert, ça n'aurait jamais fonctionné. En fait, on s'est rendu compte que très vite, les financiers du temps de Louis XIV, Colbert, se sont rendus compte que les Chinois n'avaient pas d'argent, n'avaient pas de mines d'argent. Par contre, ils avaient des mines d'or. Alors on s'est dit, on va trouver le moyen de transformer l'argent en or. Et ils ont investi beaucoup dans les bateaux. Colbert a même décidé que pour avoir le contrôle de tout ça, on ne pourrait débarquer les affaires des Indes qu'à l'Orient pour avoir le contrôle. Car en fait, dans l'histoire, on vous raconte que la Compagnie des Indes, ce sont des assiettes, de la soie, que sais-je encore, de la porcelaine, et puis du thé, des épices. Oui. Mais au début de la Compagnie de Colbert, 10% de la cargaison, ce sont des pièces d'argent espagnoles, et vers la fin, on est à 50%. Imaginez 1 million de pièces d'argent, 27 grammes la pièce d'argent, qui arrivent en Chine, on l'échange contre des petites barrettes d'or chinoises. Si vous allez au musée de Port-Louis, vous allez les trouver. Mais on revient avec 1,5 million la mise. C'est mieux qu'à la bourse. S'il n'y avait pas eu ça, on n'aurait pas investi dans des armements importants. Les vaisseaux de l'époque, ça coûtait des fortunes, vous voyez. Ça, c'était mon premier bouquin. Et pendant que j'écrivais ce bouquin-là, je parlais de ça à mon pharmacien.
de Kervignac. Vous voyez où c'est Kervignac, près de Lorient. Et le gars, il me dit, ah mais moi, j'ai fait ma thèse de pharmacien sur un gars qui a ouvert la porte des Indes aux Français. Ah bon? Ouais, il s'appelait François Martin. Et il a fait toute sa thèse de pharmacien sur cet apothicaire qui était aussi un homme scientifique. Il a retrouvé tous les dessins, les recherches, les expérimentations qu'a fait cet homme. Et donc, ça m'a intéressé et j'ai commencé à mettre mon nez dans cette affaire, sauf que j'ai trouvé beaucoup plus intéressant qu'une simple vie d'apothicaire. Je m'aperçois tout d'un coup que je suis en train d'en dire beaucoup plus que ce que j'avais prévu. Alors, donc, ce Pierre Gentil, c'est mon pharmacien, sa thèse. Et puis, deuxième thèse, Guillaume Lelièvre, qui est le patron de la fac d'histoire de Caen, qui, lui, il a fait une thèse sur toute la préhistoire de la Compagnie des Indes, tous les bateaux qui sont partis avant, et ça date du temps déjà de François Ier, il y a des bateaux qui partaient. Hein. Et il a écrit ça, la préhistoire de la Compagnie des Indes. Il a sorti son bouquin, il a vulgarisé sa thèse, on peut la trouver maintenant. Hein. Donc c'est la préhistoire de la Compagnie des Indes orientales 1601-1622. Et je viens de savoir qu'il va venir faire une conférence pour le musée de Port-Louis au mois de mars, je crois, ce gars. Un type très bien, c'est lui qui m'a filé tous les docs. Hein. Donc lui, forcément, il a travaillé sur tous les textes, parce qu'on n'était pas les seuls Français à partir aux Indes. Hein. Les Portugais, ils étaient partis déjà bien avant nous, et puis les Hollandais, et puis les Anglais, et ils ont laissé des traces, ils ont laissé des textes. Ce gars-là, il a travaillé sur tous les textes, il les a croisés, et moi, j'ai récupéré son travail. Bon, pour tout vous dire. Et le voilà le bouquin dont je vous parlais, qui a été l'opportunité de se lancer dans François Martin. Bien. Alors, François Martin de Vitré, c'est juste pour vous dire en deux mots que je fais partie d'une maison d'édition qui est un mélange de moitié d'auteurs français et moitié d'auteurs chinois. C'est une maison parisienne, ça s'appelle La Route de la Soie. L'éditrice, qui s'appelle Sonia Bressler, a comme espérance de faire du lien culturel entre la culture chinoise et la culture française. Voilà. Et donc je me suis retrouvé là-dedans parce que j'ai écrit des bouquins sur des Français qui partaient en Chine. C'est aussi bête que ça. Mais nous allons d'abord parler de notre François Martin, parce que c'est ce que j'ai promis de faire, parler de ce Français breton. Il est breton, Vitré, c'est... Bon, de notre point de vue, Vitré n'est pas très breton, mais enfin quand même, on les admet. Je vais d'abord vous parler du contexte météorologique en 2 minutes. J'ai trouvé un boulot intéressant de scientifiques qui ont retrouvé toutes les traces des anciens glaciers français et ils se sont aperçus que selon les années, eh bien, les glaciers s'étendaient beaucoup ou étaient en rétro, comment on pourrait dire oui, il y en a une qui suit dans la classe, c'est quand même pas beaucoup, jeunes gens. Hein? Et donc, on voit ici ce qui se passe, c'est qu'entre l'an 1000 et aujourd'hui, il y a eu plusieurs périodes très froides comme celle-ci, 1350, il a fait très froid. Et puis celle-ci, 1600, c'est Henri IV, on va parler de ça. Et puis celle-là, 1820. Et puis depuis, ça s'est réchauffé, réchauffé, réchauffé. Et on est revenu à une température aujourd'hui, 2020, identique à celle en l'an 1000. C'est la température moyenne du climat en France. Bon, ce que vous pouvez voir, c'est quand même qu'après, les choses se gradent. Normalement, on aurait dû redescendre doucement pour faire comme avant. Ah oui, bien sûr. Mais ça, c'est un autre sujet, ce n'est pas le mien de ce soir. Hein. Alors, ça veut dire quoi? On va parler de cette période-là, Henri IV. Fin froid de canard, hein. C'est-à-dire qu'en Bretagne, il neige tout le temps, les rivières sont gelées, d'accord? Les printemps sont complètement pourris et les récoltes sont mauvaises, donc disette qui alterne avec peste. Les seuls qui s'en sortent à peu près bien, ce sont les gens qui vivent dans les villes, les bourgeois, qui ont à la fois les moyens de s'acheter du bois et de continuer à faire du commerce, si vous voulez. Hein. Mais dans les campagnes, ça ne va pas bien du tout. C'est aussi une période, 1600, où on parle d'apocalypse, de fin du monde. Et c'est aussi les guerres de religion. Et malgré tout, dans les villes, on continue à vivre. Eh bien, on va voir comment on continue à vivre
notamment en Bretagne, et la situation économique de la Bretagne, c'est celle-là. Ouais. On voit bien, parce que je vais vous parler de Vitré, regardez comme Vitré est à l'entrée de la Bretagne, tout près de Laval, et puis en correspondance avec Paris. Vitré et Laval appartiennent au même seigneur, Coligny. Vous savez, Coligny, c'est le premier qui s'est fait descendre à la Saint-Barthélemy, hein, c'est un protestant. Vitré est une ville très riche qui fait du commerce par l'intermédiaire de Saint-Malo avec les Pays-Bas et de l'autre côté jusqu'au sud de l'Espagne et du Portugal jusqu'à Cadix. Ces gens-là, les gens de Vitré, font du commerce international. C'est énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on les appellerait des milliardaires. Ça, vous comprenez mieux ce que je veux vous dire par là. Hein. Mais alors, Vitré, à l'époque, c'est une ville qui fait à peu près 20 000 habitants en 1600. Vous savez combien il y a d'habitants aujourd'hui à Vitré? 20 000. Ça n'a pas changé. C'est rigolo. Allez, je passe parce que sinon je vais... Alors, qu'est-ce qu'ils ont à vendre à Vitré? Je vais vous dire tout de suite. Dans la région, on cultive le chanvre. Voilà. Et avec le chanvre, on fait de la toile. Et avec ces toiles, on fait soit de l'emballage de marchandises, soit on fait des voiles. D'accord? Et Vitré, il n'y a pas qu'à Vitré qu'on fait des voiles, il y a aussi de l'Ocronan, dans les Côtes d'Armor, un peu partout. Et tout ça, ça arrive à Vitré, et Vitré distribue dans le monde entier. Et par exemple, en 1588, quand il y a eu l'Invincible à Marda, vous avez entendu parler de l'Invincible. On raconte des âneries, les Anglais n'ont pas gagné. Il y a eu un temps épouvantable et les Espagnols ont été obligés de battre en retraite sans avoir pu échanger 3 coups de canon, quoi. Et ils ont perdu 2 gros navires, mais le reste est rentré à la maison. On appelait ça... Et à l'époque, les gens de Vitré étaient très embêtés. Parce qu'on leur reprochait d'avoir vendu aux Anglais des bonnes voiles et aux Espagnols de mauvaises. Sauf que c'était les mêmes. Parce que les gens de Vitré vendaient leurs voiles au monde entier. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y avait aussi la ville de Laval, puisque Laval et Vitré sont 2 villes sœurs appartenant au même seigneur. Alors, quand je dis appartenant au même seigneur, attention. Ce n'est pas le seigneur qui a les pépettes. Ce sont les marchands. C'est les marchands de Vitré qui réparent les murailles de la ville. C'est les marchands de Vitré qui donnent des vitraux à Notre-Dame, l'église. C'est les marchands de Vitré qui réparent la voirie. C'est eux qui s'occupent des pauvres. Ce n'est pas le Seigneur, il n'est jamais là. Donc il y a toujours une confrontation de pouvoir entre les marchands et les seigneurs, vous voyez. Et puis il y a cette histoire de guerre de religion. Et comme notre Coligny, il est protestant, et nos marchands sont tous catholiques. Donc ça va finir par un peu... Enfin, quand je dis qu'ils sont tous catholiques, à 90%, ils sont catholiques. Il y a quand même 10% d'entre eux qui sont protestants, et ça n'empêche pas de se taper la main dans le dos pour faire des affaires. Ça, tant que c'est pour faire des affaires, il n'y a aucun souci. Alors, Vitré, regardons un peu à quoi ça ressemble. Poum. Voilà. Alors ça, c'est 1589, de mémoire, une carte qui a été faite du temps du siège de Vitré, parce qu'on s'est fâché entre les protestants et les catholiques bretons, on s'est fâché et on a fait le siège de Vitré qui a duré des mois. Et vous voyez que cette ville de Vitré, le château du seigneur de Coligny, des remparts, si vous allez faire un tour à Vitré, vous allez être scotché de voir l'auteur des remparts et la solidité, hein, qui existe toujours. Une ville importante, tout ça, ça fait 20 000 habitants. Il y a des faubourgs autour, Saint-Martin, la Mérière, Sainte-Croix, voilà, Faubourg du Rachat. Et autour encore de la ville, plus loin, il y a des cabanes où habitent les pauvres gens qui, eux, transforment le chanvre en toile. Et à l'intérieur de la ville, ce sont les gens qui mènent les affaires. Boum, Henri IV, en 98, il est passé à Vitré. Vous savez ce qu'il a dit? Ventre saint gris, si je n'étais roi de France, je voudrais être bourgeois de Vitré. Parce qu'il n'avait pas un rond, Henri IV, après les guerres de religion. Hein, et sa hantise, c'était d'en trouver pour faire fonctionner le royaume. Et quand il est arrivé à Vitré, ça lui a fait tout drôle.
Alors, on continue. Je ne vais pas trop vite. C'est pour que vous puissiez rentrer plus tôt au lit, hein, c'est pour ça que je parle vite. Alors, regardons un petit peu à quoi ressemblent les gens, l'entourage de notre François Martin. Qu'est-ce que c'est? Jusqu'à maintenant, on connaissait les seigneurs, leurs dames, les seigneuries, leurs domaines, etc. Eh bien, arrivent aujourd'hui à Vitré les sieurs, leurs dames et leurs seigneuries. C'est-à-dire que ces gens-là sont suffisamment riches pour s'acheter des domaines, se déclarer sieurs, leurs femmes dames, et par exemple, notre François Martin, ça se fait appeler François Martin de la Ricordaie. La différence entre les seigneurs et eux, c'est que les seigneurs ont le droit de porter l'épée, et eux, non. Mais eux, ils portent la bourse. Ça change tout. Et je ne sais plus ce que je voulais vous dire, mais ça va me revenir tout de suite. Ils sont tellement riches, à Vitré, ils sont à peu près une quarantaine, 41, je crois, marchands, qui font du commerce international. Ils ont fondé la confrérie des marchands d'outre-mer, comme ils disaient. Ils ont à leur tête un prévôt des marchands qui est élu, et c'est eux qui décident de la politique commerciale, j'allais dire de la France, quasiment. Parce qu'en fait, pour trouver des gens aussi puissants, il faut aller à Bordeaux, à Lyon, à Genève, ou la famille royale, qui a les moyens. Alors, ils se sont, si vous voulez, on peut vous montrer à quoi ressemblaient les gens. J'ai sorti, parmi les 40 noms de l'époque, ceux qui sont les plus récurrents dans les archives. Vous voyez, des Geffrard, des Degennes, des Lemoine, des Martin, des Martin, des Ravenel, des Lecoq, des Guillotot, Lefort et Moucheron et Malherbe. Ceux-là, on les trouve partout dans toutes les archives de France. Le Malherbe, ça vous dit rien? Non, pas l'écrivain. Malherbe, c'est le premier Français à avoir fait le tour du monde, dites donc. Ah ben alors? Parce que, alors, c'est pas un Magellan, hein. Magellan, il n'a pas fait le tour du monde, il est mort en route, c'est son équipage, une partie qui est revenue. Malherbe de Vitré, un gars de la campagne, est le premier Français à avoir fait le tour du monde. Comme ça, samedi, si vous recevez du monde à la maison, vous pourrez faire un peu l'intéressant en disant... Bon. Ces gens-là sont très organisés. Voilà, l'un d'entre eux, c'est le Geffrard de la Cantillière. Il devient capitaine des armes de la ville. Je vous dis, ils ont tous les pouvoirs. Et voilà à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si on voit bien, parce que là où je suis, je trouve qu'on ne voit pas terrible. Ah ben, je ne sais pas. Voilà. Ah, rester dans la lumière, c'est toute une vocation. Qu'est-ce que vous voulez? Mais il faut que je me promène avec mes papiers, alors. Alors, si, je sais ce qui me revient. On ne supporte pas la mendicité dans la ville. Ça, c'est une petite anecdote. Ça fait pas... Pour les affaires, c'est pas bien. Bon. Déjà, les pauvres de l'extérieur n'ont pas le droit de rentrer dans la ville. Interdit. C'est pas possible. Et à l'intérieur, ben, il y en a quand même. Alors, l'ambition de ces jeunes gens, c'est pas de régler la pauvreté et de l'éradiquer définitivement, c'est de la gérer. Bon. Et donc, ils se sont organisés, ils ont demandé, ils ont fait la liste de tous les pauvres. Attendez, les pauvres circonstancieux, c'est-à-dire, si le monsieur s'est cassé la jambe, on comprend pourquoi on ne peut plus travailler, pourquoi on dit pauvre. D'accord? Donc, pauvre, sur la liste, reconnu comme tel, de Vitré, né à Vitré, etc. Donc on fait toute la liste. Et en face, on a la liste de nos braves gens ici, qui sont riches. Et qu'est-ce qu'ils décident? Ils décident que chacun, en fonction de ses revenus, viendra en aide à des pauvres pour leur éviter de venir mendier à la sortie de Notre-Dame. Pas mal. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est que ça me permet de doser la capacité d'enrichissement de ces familles. Et par exemple, je sais que la famille Martin de notre François Martin, le grand-oncle, ils prennent en charge 2 pauvres. Tous les 15 jours, ils vont leur donner à manger, ils leur donnent de l'argent pour qu'ils... Mais si on regarde les Moucherons ou les Malherbes, ils en ont 4. Si on regarde les Lecoq, 6. Et si on regarde les Guilloteux, qui sont les plus riches, et les Geffrard, ils ont jusqu'à 12 pauvres.
Et c'est une manière pour nous, c'est comme si on avait les relevés des impôts. On connaît le niveau de pouvoir économique de ces familles. Voilà. Mais c'est pas moi qui ai fait ce boulot-là. Hein. Si, c'est ma feuille que je cherche. Regardons un petit peu Saint-Malo, on va avoir... Ah oui, ils ont même créé leur propre blason, comme les seigneurs. Et ils se sont installés sous la bénédiction et la protection de la Vierge Marie. Donc l'église, c'est Notre-Dame. Et, voilà. Et donc on voit ici l'annonciation de Marie, avec bleu azuré derrière, qui normalement, c'est pas leur droit, parce que c'est le roi, et l'or, là non plus, c'est pas leur droit, mais enfin, ils ont le pognon, donc ils font. Voilà. Ces gens-là, s'ils vivaient aujourd'hui, ces 40 marchands, ce n'est pas les 40 Alibaba, les 40 voleurs, mais c'est les 40 marchands de vitrées. S'ils vivaient aujourd'hui, je pense qu'ils seraient capables d'envoyer une fusée sur la Lune avec leur pouvoir économique. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont envoyé des bateaux à l'autre bout du monde. Hein. Bon. Clac. Maintenant, on dit 2 mots de ce qui se passe à Saint-Malo. Parce qu'on a besoin de Saint-Malo, parce qu'à Saint-Malo, il y a des marins. Alors qu'à Vitré, il n'y a pas. Et Saint-Malo, c'est un peu le même acabit. En 1590, c'est une ville qui décide de jeter des portes de la ville le représentant du pouvoir royal. En disant, ça va, hein. Chez nous, on est chez nous, puis c'est nous qu'on décide. Voilà. Et ils créent ce qu'ils appellent une république, 1590, une république très démocratique, puisque les 18 armateurs de la ville de Saint-Malo deviennent les décideurs de la ville. Voilà. Ils disent, à partir de maintenant, c'est chez nous, ici, hein, c'est nous qu'on décide. Ils sont très catholiques, ils font la guerre aux protestants, ils se bagarrent. Il y a des... voilà le plan de la ville de l'époque, et voilà les gens qu'on retrouve. Dans la bande, on retrouve encore un Martin. La famille Martin, on les trouve partout. Et il y a des Frottais et des Gros qui sont des véritables capitaines qui font la guerre pour défendre les catholiques contre le roi Henri IV. Mais Henri IV leur rend visite. Et on se met d'accord, on négocie de puissance à puissance. Ils obtiennent le droit de faire du commerce sans l'autorisation du roi, comme ils veulent, etc. Voilà. Et tout d'un coup, ils ne sont plus contre les protestants, mais ils défendent le roi, qui lui est protestant. On change de politique du jour au lendemain. Ça ne les a pas gênés beaucoup du tout non plus. En 1600, période qui nous intéresse, ils sont aussi puissants que Nantes. Et il paraît, après un morceau de thèse que j'ai lu, qu'il y a eu une période où, avec le commerce qu'ils faisaient en Espagne, ils ont dépassé en tonnage la ville de Nantes, Saint-Malo. Et alors, les groupes Pépin, Frottais, Gravé et Martin, ils sont 18 familles, là aussi, c'est du même acabit que ceux de Vitré. Alors, on fait comme les nobles. On marie nos enfants entre marchands, avec ceux de Laval, ou avec ceux de Saint-Malo, ou avec ceux de Vitré. Voilà. Et à chaque fois, poum, on agrandit son patrimoine et sa puissance financière. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc Vitré, Saint-Malo et Laval sont 3 villes très puissantes qui travaillent ensemble et qui font du commerce international. Autrement dit, si vous voulez, l'économie mondiale du temps de Henri IV, ils connaissent déjà, eux. Vous voyez ? Alors, maintenant, on va parler un petit peu de la famille de notre Étienne Martin, notre François Martin. Sa mère s'appelait, c'est une Morin, Charlotte Morin. Bon, j'en sais rien du tout sur elle, j'ai rien trouvé. Mais le père de François Martin s'appelait Étienne. Et le pauvre Étienne, il est pauvre parce qu'il n'est pas l'aîné de la famille des Martins. Et quand on est l'aîné de la famille d'un riche marchand, on devient celui qui va continuer à gérer le patrimoine, et c'est un peu comme les nobles, hein. Et il aura comme mission aussi de prendre soin de ses frères et ses sœurs. Alors du coup, tous les frères cadets, les suivants, ils se retrouvent, eux, sans boulot. Donc, eux, ils sont obligés de faire des études, soit avocat, parce qu'il faut connaître le droit, hein, soit pour faire trésor, comptable, etc., soit médecin, soit apothicaire. C'est en gros les 4 grandes catégories qui est réservées aux cadets de ces familles de marchands. Étienne va devenir médecin.
Poum. Dans la ville de Vitré, il y a un gars qui s'appelle Jean Paré, médecin, et qui est le frère de Ambroise Paré. Bon, et c'est lui qui va quasiment apprendre le métier à Étienne Martin. Hop, voilà. Ambroise Paré, c'est lui qui a inventé, vous connaissez tout ça, la ligature, pour éviter de cauteriser les plaies et les jambes qu'on coupe au fer rouge. À la place, on a inventé le garrot. Ambroise Paré, ça c'est un truc, je vous dis, c'est pour samedi prochain pour la ramener à table. Ambroise Paré, il a passé un petit moment à Vitré, il est venu en stage chez son frère. Il est devenu rapidement le médecin et chirurgien du roi de France, Charles IX. J'ai retrouvé un truc entre lui et Charles IX. Charles IX lui demande, au moment où il arrive comme médecin, il lui demande « J'espère que tu vas mieux servir le roi. Non. J'espère que tu vas mieux soigner les rois que les pauvres, lui demande Charles IX, puisqu'il devient médecin du roi. L'autre, il lui dit, non, c'est pas possible. Ah bon? Non, parce que je soigne déjà les pauvres comme des rois. Ambroise Paré, notez, ça c'est bien. À l'époque, il y a 4 médecins à Vitré, et ils ont un hôpital, et ils ont aussi leur tour de garde. Alors, je ne vous raconte pas tout, parce que j'ai coupé des pages, parce que sinon j'en ai pour 2 heures. Mais en gros, Étienne Martin est le médecin des riches. Il est le médecin des 40 familles. Par exemple, je me suis rendu compte que dans un de ses rapports, il écrit que pendant le siège de Vitré, il est du côté des catholiques, du côté des marchands, et il dit j'ai pas quitté la ville, moi, la plupart des marchands se sont dit ici c'est la bagarre, on va aller dans notre maison de campagne en attendant des jours meilleurs. Et la famille Martin, ils sont restés. Et il est resté, le Étienne, et il a dit je vais soigner les blessés catholiques. Mais ceux qui peuvent payer. Bonjour l'ambiance, hein? Mais bon, je raconte un truc, je ne vais pas le faire, mais il est le premier de sa ville à avoir fait une césarienne. C'est raconté, mais c'est trop tard, là, vous allez faire des cauchemars. Alors, voyons voir un peu à quoi ressemble la famille. Il y a eu, en 1563, une première petite qui s'appelait Jeanne. Je passe, j'ai plein de choses à raconter sur elle. Puis un deuxième, Jacques, qui ne va pas vivre longtemps, mais dont l'un des parrains est un Geffrard, un des plus riches de la ville. Donc le Étienne Martin est le médecin des riches, mais il a en retour, il est considéré presque aussi puissant que son frère aîné des Martins. Et ensuite, il va y avoir une autre Jeanne. S'il y a une Jeanne deuxième, c'est parce que la première est morte. Et puis, il va y avoir une Marguerite en 571 qui va, elle aussi, avoir comme parrain un des Guillaume II. Alors eux, c'est les plus riches, les Guillaume II. Hein. Et puis, il y aura une Charlotte en 572, dont j'ai rien trouvé. Et puis un Étienne en 1573. Dis donc, vous avez vu qu'on arrive à l'équipe de basket. Hein? Bon. Et puis alors, arrive maintenant notre François Martin. Alors, je suis content parce que j'ai trouvé des trucs sur notre ami François Martin. J'ai trouvé un texte. Hein. En cette belle journée de 1575, le 1er octobre, de joyeux hurlements éclatent dans la nef de Notre-Dame, tandis que les cloches sonnent 9 coups pour annoncer un garçon. Le crâne du petit François plonge dans la coque de marbre blanc. La froidure de l'eau bénite rougit les chairs de notre petite gargouille aux yeux verts. On l'a vêtue d'un châle qu'on appelle un tartan, qui est magnifiquement bleu. Et alors, les parents sont attendris et on retrouve écrit « François, fils de monsieur Étienne Martin, docteur en médecine, et de Charlotte Morin, son épouse, ont baptisé le premier du mois d'octobre avec ses parents, François, Gilles et Jean Bridonne, apothicaire, et Antoinette, Lanneur. » Alors, quand on est gars, on a 2 parrains et une marraine. Quand on est fille, on a... Ils suivent, là? Oui, ils suivent. Alors, apothicaire, ça veut dire qu'on a déjà décidé du sort de notre François Martin. Il sera apothicaire à la naissance. Tac. Il a déjà ses 2 parrains chez qui il sera obligatoirement mis apprenti. Voilà. Alors on continue. Hop, Poum.
Après ça, eh ben, dites donc, c'est pas fini, parce que Charlotte Morin, elle a la santé. Il va y avoir un Étienne en 77, et puis ensuite, il y aura une petite Renée, la dernière, née en 1592. Si je vous parle de cela, c'est parce que ce sont les enfants vifs qui ont été baptisés. Ceux qui on n'a pas eu le temps de les baptiser, ben, ils ne comptent pas. Il n'y a aucune trace. D'ailleurs, ils n'avaient même pas le droit d'être enterrés avec les autres. Hein. Les non baptisés, ailleurs. Et on ne parle pas non plus des fausses couches. J'ai trouvé les naissances d'une femme qui a eu 18 enfants vivants. Je parle des femmes des milliardaires. Vous imaginez un peu bon. La condition féminine, je ne sais pas s'ils en avaient entendu parler à l'époque, mais ça rigolait pas. Hein, bon. Alors, on vient de passer 1579, ça vous dit rien, 1579 ben, c'est l'année où on change de calendrier. Je vous ai dit que j'étais un peu instituteur, alors donc du coup, si vous voulez apprendre des trucs, il faut prendre des notes. 1579, on passe au calendrier grégorien, du pape Grégoire. Il y a eu des manifs, hein. Il y a eu des manifs. Ça a duré des années, les manifs, parce qu'il y avait tous les jeunes gens et les autres qui disaient c'est vachement bien, il y a une réforme, on change, c'est super, c'est moderne. Et puis il y avait les autres qui disaient non, 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 c'est pas bien. C'est l'horreur. Vous vous rendez compte, c'est une atteinte à l'histoire, c'est une atteinte peut-être. Et donc il y a eu des défilés, des manifestations de moines pendant des années, parce que les moines, eux, ils voulaient que l'année commence avec le premier jour du printemps, avril. Et ils défilaient le 1er avril. Et les jeunes gens, pour se moquer d'eux, leur balançaient des pourris. On leur balançait des poissons pourris. D'où l'histoire. Ça, c'est des trucs que je raconte, c'est pour garder les gens en éveil, parce que sinon, si je ne parle que de trucs... Allez, on va aller plus vite un peu maintenant, on va parler un peu de la scolarité de notre petit François Martin. Il va faire toute sa scolarité, lui qui est un cadet de fils cadet, il va faire toute la scolarité avec les jeunes gens chics et mondains de sa ville. Et donc, il va être chez les bénédictins, où on apprend la grammaire, la machin, la truc. À l'époque, on ne fait pas cours. On donne lecture. C'est-à-dire que l'enseignant, pour tout dire, lit un texte, fait des commentaires et met en débat. Voilà comment on apprend. La pédagogie de l'époque, c'est ça. Bon, j'ai trouvé un texte, il avait un de ses profs qui s'appelait Lagoguet et qui se félicitait de la vivacité et des réparties de son élève François Martin. Alors qu'il avait encore que 8-9 ans. Hein. Bon. À l'époque, ce François Martin, qui fréquente la jeunesse huppée de la ville, ils ont tous dans leur tête, leur idole, c'est ceux qui partent dans le monde, à l'étranger, faire des aventures et revenir riches, revenir avec des épices, etc. Et par exemple, leur idole, c'est le Malherbe dont je vous ai parlé, qui lui, à l'âge de 12 ans, à 12 ans, son père lui a dit « Tu vas chez ton oncle à Cadix pour apprendre le métier de marchand, où tu devras apprendre à compter, à faire des factures, à tenir tes comptes, à faire des prêts, patati patata. » 12 ans, Cadix. Et c'est lui qui est parti faire le tour du monde après. Il a mis quand même 15 ans à faire le tour du monde. Hein. Il n'a pas trouvé le TGV tout de suite. Et puis il y avait d'autres. Il y avait quand même... Ces gens-là avaient l'habitude de voyager beaucoup pour leurs affaires. Énormément. On les trouve partout dans l'Europe. Hein. Et par exemple, tout à l'heure je vous ai cité des Lefort et des Moucheron. Ben, une partie de la famille Moucheron, ils ont décidé d'aller, on va les retrouver tout à l'heure, ils ont décidé d'aller en Hollande parce qu'ils sont protestants, puis que là-bas c'est plus facile, et puis là-bas il y a quand même un peu plus de tête pour faire des affaires. Mais ils habitaient toujours Vitré. Vous voyez ? Alors, je continue. Pour pas trop traîner, il y a eu les guerres de religion. Je dis juste un mot rapide, hein, parce que quand même, Coligny, il est de la bande, là, et c'est lui qui est passé le premier à la casserole. Et vous savez, à l'époque, si vous voulez, pour résumer les choses, il y a quand même un affrontement terrible entre la royauté, depuis Louis XI, et puis les nobles seigneurs qui sont maîtres chez eux et qui entendent le rester.
Et donc, il y a confrontation de ces pouvoirs-là. Et ces gens-là se retrouvent aussi dans la guerre de religion. Du coup, il y a beaucoup de nobles qui font le passage au protestantisme. Et la ville de Vitré devient un centre, Coligny, y installe un temple protestant. Et les nobles viennent se marier à Vitré, parce que ça fait plus chic. Et, si vous voulez, avec cette guerre de religion, j'ai retrouvé un mot d'Étienne Martin qui dit « Quand une société est malade, elle n'a pas la fièvre, elle a la haine ». C'est redoutable quand même. Hein. Et alors, à l'époque, si vous voulez, les protestants viennent aussi baptiser leurs enfants à Vitré. Alors que la ville est à 90 ans catholique, à 90% catholique. Ils viennent baptiser. Et donc, du coup, les gens, les catholiques, découvrent de l'arrivée de nouveaux prénoms. Suzanne, David, Sarah, Daniel, Judith. Chez les Martins, on a dit qu'on aura des noms de saints. Hein. Pas question de se laisser avoir avec ces délinquants. Voilà. C'était un peu comme ça. Alors, je continue. Poum, le petit, il a un peu poussé. Quand il a passé l'âge de 10 ans, Étienne Martin, François Martin, à 10 ans, il ne s'habille plus pareil. Jusqu'à l'âge de 10 ans, il est habillé avec une robe qui va jusqu'aux pieds, une ficelle potinée romain. Et les filles et les gars sont habillés indistinctement de la même manière. Dès lors que vous passez l'âge de 10 ans, hop, le pourpoint, la culotte et les chausses. Parce que le passage à 10 ans, c'est le passage dans le monde des adultes. Tout à l'heure, je vous ai dit, Malherbe, on l'envoie comme apprenti à l'autre bout du monde. Hein. Parce que l'idée de l'adolescence qu'on a aujourd'hui, nous, entre nous, elle n'existe pas à l'époque. Hein. Ça n'existe pas, l'adolescence. Voilà. On passe du monde de l'enfance au monde des adultes, comme ça, poum. Quand il a 20 ans, 1595, ces deux apothicaires de Parin, chez qui il est apprenti, il dit, hop, tu vas aller faire ton tour de France pour apprendre le métier, voir autre chose. Donc il va aller à Angers, il va aller à Nantes, il va aller à Bordeaux, il va s'arrêter aussi à Toulouse, et il va arriver à Montpellier. C'est pas marqué à Montpellier? Si, c'est marqué à Montpellier. Et là, à Montpellier, il arrive chez un type qui s'appelle Magnol. Ce Magnol-là, il tient un commerce qui n'est pas à lui, et en plus, il n'est pas apothicaire. Il est seulement étudiant apothicaire. Et c'est là qu'il va aller faire ses études, de François Martin. Ça commence, ça va pas bien. En fait, cette boutique d'apothicaire s'appelle la Boutique Verte. C'est une boutique très branchée de Montpellier où toutes les dames viennent acheter leur cosmétique. Je cherchais le mot, quelqu'un m'a soufflé. Leur cosmétique. Mais le propriétaire de la pharmacie, le pharmacien, il est décédé. C'est un certain Monchal, très connu, qui a écrit des livres de pharmacie. Et il décède et sa veuve se retrouve avec la boutique, mais ne veut pas vendre la boutique, elle veut la garder parce que son mari a inventé deux produits qui s'appellent, un, la poudre de Chypre et l'autre, l'eau d'ange, que toutes les dames de Montpellier viennent s'arracher. Et donc, ça rentre tout seul, si vous voulez, dans la boutique à l'époque. Et donc, elle obtient l'autorisation qu'un étudiant vienne tenir sa boutique pour les remèdes et qu'elle puisse continuer à vendre, voilà, parce qu'elle n'a pas le droit, elle n'est pas apothicaire. Bon. Et donc, ça va. Et c'est ce Magnol qui va prendre François Martin sous sa coupe pendant quelques mois. Le Magnol, il est connu, on ne peut écrire un bouquin sur lui parce qu'il a eu un fils, un petit-fils, qui était un éminent botaniste et qui a donné son nom à un arbre. Oui, oui. Vous vous rendez compte? Non, c'est encore pour le samedi prochain. Comment? Magnolia, il s'appelait Magnol. Alors, donc il va faire ses études là. Alors j'ai tout retrouvé les traces de ce gars. Hein. Quand il arrive comme étudiant, il va participer à un vote pour élire le représentant des étudiants de sa ville. Et j'ai donc retrouvé sa signature à François Martin. Ça donne ça. Alors on voit bien le F de François, le Martin son nom, des gribouillis dessus, des crayons dessous. Et là, il y a le M de Marie. Le M de Marie de la confrérie des marchands d'outre-mer. On a le droit de mettre ce M parce qu'on fait partie de la confrérie des marchands d'outre-mer. C'est plus chic, c'est plus distingué, et tout de suite,
on se baisse devant vous parce que vous êtes reconnus en France comme étant faisant partie de ceux qui ont les... Voilà. Il signe déjà comme ça. Et j'ai retrouvé ses études. Il a même fait aussi des études de médecine en même temps. Et il a même, j'ai retrouvé un compte rendu où il a assisté à une autopsie. C'était payant à l'époque, les autopsies. Et très contrôlé. On ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Je ne sais plus son nom. Alors, le 24 octobre 1596, il obtient ses lettres attestatoires et il va pouvoir rentrer chez lui et continuer son apprentissage d'apothicaire chez ses deux oncles. Voilà. Parce que les études d'apothicaire, ça rigolait pas à l'époque. Hein. On commençait à 14 ans et on les terminait vers 30. Alors, cette époque-là, elle est intéressante aussi parce que François Martin, en rentrant chez lui, va devenir aventurier. En 1600, à Londres, il se passe quelque chose d'énorme. Les 101 marchands les plus riches de Londres décident de s'organiser entre eux et de mettre leurs capitaux en commun. Et ils fondent ce qu'on appelle l'East Indian Company pour aller conquérir les épices dans les Indes. Ils s'organisent et ils font des actions. Donc, autrement dit, ils fondent un capital qui va servir pour investir dans le commerce international. Londres, 1600. Pendant ce temps-là, les Hollandais, 2 ans après, ils font la même chose avec la VOC, hein, pour ceux qui connaissent. Et en 1602. Et les Français, ils vont le faire aussi. Et qui? Les gars de Vitré. Ceux de Vitré, les marchands de Vitré, ceux de Laval, avec les armateurs de Saint-Malo, se réunissent. J'ai retrouvé le jour, j'ai trouvé le compte rendu, je sais même ce qu'ils ont mangé. Et ils ont mis 2 jours de réunion. À Vitré, ça s'est passé. Je raconte tout ça dans mon bouquin. Et là, ils se sont tous mis d'accord et ils ont investi 80 000 écus, c'est une somme énorme, pour armer 2 vaisseaux pour partir aux Indes. Quand ils parlent des Indes, c'est Sumatra. C'est-à-dire, si vous voulez, à l'époque, tout ce qui est du côté atlantique, c'est les Indes amérindiennes, et tout ce qui est du côté, l'autre côté de l'Afrique, c'est les Indes indiennes. Hein, c'est les Indes. Mais les Indes, ça va jusqu'au Japon. Ceux de Vitré, ils étaient tellement enthousiastes qu'ils se disaient, on va aller jusqu'au Japon. L'île de l'or, ils appelaient ça, vous voyez. Tout ça, c'est écrit. Hein. Donc, ils ont réussi à faire tout ça. Et qu'est-ce que je vous ai mis là? Et j'ai même retrouvé les textes. Et ils disaient, leur but pour négocier, pour voyager et négocier aux Indes, les îles de Sumatra, Java, Moluques, avec une flotte de laquelle Michel Frottet, de la Bardelière, c'est-à-dire celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est de Saint-Malo, hein, qui aura la charge, il sera amiral des 2 bateaux. Je vais trop vite. Je vais vous dire 2 trucs là-dessus, parce que vous voyez qu'ils sont en train de fonder une compagnie des Indes. Mais moi, j'ai retrouvé des trucs qui se sont passés avant. Par exemple, j'ai trouvé qu'en 1503, il y a un bateau qui est parti de Honfleur et qui allait aux Indes, 1503. Hein. Et il a échoué au Brésil. Bon, il n'a pas réussi à... On n'avait pas l'expérience des Portugais. Vous voyez? Et il y en a eu d'autres. François Ier a impulsé les investisseurs à faire partir des bateaux vers les Indes. Et par exemple, j'en ai trouvé un en 1524, un autre, il y a les frères de Parmentier, dont on peut raconter l'histoire, il y a tout un tas d'archives. Les 2 frères de Parmentier sont partis de Dieppe en 1530, ils sont allés jusqu'à Sumatra et ils ont ramené leur cargaison. 70 ans après, les gars de Vitré, de Saint-Malo et de Laval remettent tout en route, mais ils ne savent rien de ce qui s'est passé avant, et donc ils ne profiteront pas de l'expérience de leurs anciens. C'est un petit peu dommage, ça va leur coûter très cher. Alors, on va armer 2 bateaux et on va trouver des marins, et chaque famille qui investit dans ce projet va placer un de ses facteurs. Pas facteur de la poste, hein. Facteur, c'est son représentant commercial pour faire des affaires et surtout pour vérifier que le pognon qu'on a mis, il ne va pas nous être... bon. Et donc, on retrouve dans la bande un certain François Martin, qu'on va retrouver, et puis il y aura un autre aussi qui s'appelle François Pirard. Lui, il vient de Laval, c'est un marchand.
Eh bien, ce gars-là, je vais en parler un peu, parce que c'est un des textes dont je me suis, avec lesquels j'ai travaillé pour écrire mon livre. Pourquoi? François Pirard va faire partie de l'expédition, mais il va aussi faire partie de l'échouage qu'il va y avoir en route, et il va sauver sa peau, mais il va mettre 10 ans à revenir des Indes. Et en revenant des Indes, il va écrire, enfin plutôt il va faire écrire, par des gens qui savent écrire, parce que lui, il va faire écrire tout son périple, et c'est le premier livre français d'aventure maritime. La première fois qu'on en a un entier. On le trouve, ce bouquin, hein, il a été réédité il y a 4-5 ans. Et donc c'est intéressant parce que François Martin aussi va écrire, à la demande du roi Henri IV. Mais on va voir que Henri IV lui demande d'écrire, mais pour dire que c'était bien. Alors que François Pirard n'est pas commandé, il écrit, lui, sa réalité. Et quand on confronte les deux textes, on apprend des choses. Je continue. Donc, le jour du départ, on a 2 navires importants qui sont dans le port de Saint-Malo et ils brillent comme des thons. Parce qu'on a entouré leur coque de plaques de plomb pour se garantir des boulets de canon anglais, hollandais, portugais, et puis des pirates, et puis surtout des tarets. Les tarets qui sont des vers qu'on trouve dans les mers chaudes et tropicales qui bouffent les coques des bateaux. Alors on les recouvre de... Et quand François Pirard va revenir dans son livre, il dit hey, « les gars, il faut arrêter de mettre du plomb sur le tour des bateaux. Mettez des feuilles de fer. » Est-ce que vous vous rendez compte? Par exemple, nos 2 navires, il y a un qui s'appelle le Croissant, l'autre qui s'appelle le Corbin. Le Croissant, c'est un gros bateau de 400 tonneaux à l'époque, c'est-à-dire que ça fait 200 tonnes. Hein. Et donc, ils ont trouvé le moyen de mettre du plomb autour en plus. Donc, vous imaginez qu'ils ne battaient pas des records de vitesse. Oui, et qu'il ne fallait pas grand-chose pour qu'il coule. Et le deuxième, le Corbin, lui, était un navire de 200 tonneaux. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, 2 fois plus petit. Et donc, là-dedans, on va mettre 180 bonhommes. Des marins, et puis tous les facteurs des marchands qui sont là pour contrôler et faire des affaires. Et ces 180 bonhommes-là vont partir. Il n'en reviendra que 14. Pas de crainte quand même. Les gars de Saint-Malo, je vais vous dire un truc qui va vous permettre de briller dans la société. Ce sont les gars de Saint-Malo qui ont inventé un truc formidable, parce que les armateurs de l'époque, du temps d'Henri IV, ils avaient un petit souci avec les équipages. Ils faisaient du cabotage, c'est-à-dire qu'on allait de port en port. Et chaque fois qu'on arrivait dans un port, l'équipage, il descendait, et ils allaient faire une virée, et souvent, ils ne revenaient pas. Et il y a des gars de Saint-Malo qui ont dit, les armateurs, on va trouver un système pour qu'on les garde. Et on a dit aux marins, à partir de maintenant, on vous paiera qu'à la fin du mois. D'accord? De façon qu'on puisse les mener où on voudra. C'est écrit dans le rapport. Autrement dit, c'est les gens de Saint-Malo qui ont inventé le salariat. Elle est bonne, celle-là. Non, mais vous me dites, hein, je vous dis plein de trucs, et puis ce que j'ai appris dans mon affaire, c'est que le Croissant, le gros bateau, il avait déjà 10 ans d'âge. Pour aller dans les eaux tropicales, c'est pas formidable. Et le Corbin, 25. Mais j'ai appris aussi que ce Corbin n'était pas un bateau français, il appartenait à des Hollandais. Enfin, des immigrés français, marchands hollandais, des moucherons. Je vous ai dit qu'il y avait un moucheron à Vitré tout à l'heure. Tu sais, le monde est très petit chez les marchands. Alors, je vais vous montrer la famille des moucherons. Les moucherons sont des marchands protestants, un peu nobles, ils se font appeler 2 moucherons, et ils sont partis en Hollande pour faire des affaires, et puis se mettre à l'égard des guerres de religion qui gênent un peu quand même. Alors, vous voyez toute la bande des moucherons, eh bien, hop là, voilà le père Balthazar et madame. Celui-ci, il a été envoyé en Russie pour le commerce. Celui-là, c'est Georges. Il est à Vitré, marié avec une fille de Vitré. Il a sa maison à Vitré et il est devenu sieur de Vitré. Celui-ci, il est à Saint-Malo. Celui-là, Bordeaux. Celui-ci, Cadix. Tous, ils sont tous placés dans le monde entier. Et toutes les femmes sont mariées à des marchands. Par exemple, la fille aînée, elle est mariée à un certain Lefort de Vitré,
qui devient le beau-fils des Moucherons, comme s'il n'était pas assez riche déjà. Et on va le retrouver, notre Lefort. Parce que les Moucherons, ils ont cette particularité, c'est que à peu près les 3/4 de la flotte hollandaise leur appartient. Vous imaginez un petit peu quand même, inimaginable, quoi. Et ça finit par faire un peu d'ombre, parce que les autres Hollandais se disent, dis donc, les Moucherons, là, ils commencent à nous... Hein. Et donc, Moucheron, politiquement, se dit, il faudrait créer une flotte en France, revenir en France, quoi, après les guerres de religion, d'autant que ce type-là, il est assez riche pour prêter de l'argent à Henri IV. Quand Henri IV avait besoin d'argent pour, par exemple, payer une rançon pour un de ses hommes, on appelait M. Moucheron au téléphone. Moucheron et Henri IV, ils se parlent? Non, hein, une fois par an, ou deux, pas plus. Dites, il n'y a pas le téléphone, hein. Et donc, mais ils se connaissent. Et Henri IV, il a besoin d'investisseurs. Donc, il est d'accord pour fonder une flotte française marchande. Henri IV, il est absolument pour une politique internationale du commerce, pour faire entrer des devises, pour faire du travail, pour créer, etc. Alors que son ministre, un certain Sully, lui, il considère, son analyse politique, c'est de dire la France est un pays rural qui se suffit à elle-même et il n'est pas question d'aller investir dans des trucs à l'extérieur dont on n'est pas sûr du tout ce que ça va nous rapporter. Vous voyez ? Donc il y a bataille et on peut dire même que Henri IV agit un peu de son ministre. Bon. Alors j'étais chez les Moucherons, on va continuer. Hop. Donc François Martin, dites donc, il devient chirurgien du bateau Le Croissant. Tout à l'heure, je vous ai dit que Pirard, il a été nommé chirurgien sur le Corbin, et notre apothicaire, il est nommé chirurgien. Bon. Alors, pourquoi mettre un apothicaire chirurgien? Eh bien, si, c'est important. D'abord parce qu'on connaît bien François Martin. Ça fait partie des gens de la ville. On sait qu'il a aidé son père, pendant les guerres du siège de Vitré, à soigner les blessés. Et on sait aussi qu'il a fait des études de médecine en même temps que ses études d'apothicaire. Bon. Et puis il est apothicaire, alors qu'on va au pays des épices. Or, les apothicaires ont une connaissance des épices. Ils ont une connaissance des pierres précieuses qui rentrent dans les remèdes. Ils ont une connaissance des métaux. Ils savent peser. Vous voyez ? C'est pas mal d'avoir un apothicaire dans un bateau qui va à l'autre bout du monde pour faire du commerce des épices. Il va pouvoir donner. Donc ça, c'est clair. Mais il y a une autre raison que j'ai découvert, c'est que François Martin a toujours été avec les fils Guillot II en relation tout le temps, depuis l'école, et qu'il y est toujours. Et comme par hasard, en regardant sur la liste, la seule famille la plus riche de Vitré n'a pas de facteur sur les bateaux, dis donc. Ben oui, c'est François Martin le facteur. Mais ça, c'était pas facile à trouver. J'ai même douté que le François Martin en soit vraiment au courant. Parce que je n'ai pas trouvé de texte, quoi, vous voyez. Les Guillot II sont les plus riches. Alors, on continue, parce que ce n'est pas le tout, mais donc voilà le trajet qu'ils auraient dû faire, parce que depuis longtemps, des dizaines et des dizaines d'années, les Portugais connaissent la route pour aller aux Indes. D'accord ? Ils vont longer la côte africaine, puis aller chercher la côte brésilienne, descendre jusqu'aux Abrolhos, qui ne sont pas bien, ils sont plus au sud normalement, parce qu'ils vont chercher les grands courants dominants et les grands vents dominants, on appelle ça la grande route maritime. Et cette boucle-là qu'on fait, les Portugais appellent ça la Vuelta, la grande boucle. Bon. Eh ben, le problème, c'est que ils ont pris des précautions, hein, les Français. Ils ont embauché un pilote hollandais pour le Croissant. Ils ont embauché un pilote anglais pour le Corbin. Eh ben, ces glands-là, ils vont quand même d'abord faire une première erreur terrible. Au lieu de partir en janvier-février pour pouvoir arriver en bonne correspondance avec les courants et les vents dominants, ils partent qu'au mois de mai. Résultat, ils ont bien fait le début de la route, mais au lieu d'aller chercher les alizés ici, au Brésil,
ils se sont perdus là-dedans. Ils ont fait au moins 2 fois le tour du golfe de Guinée. Ça leur a pris plus d'1 mois. Hein. Ils ont failli y laisser leur peau, parce qu'il n'y avait plus rien pour vivre dans le bateau. Hein. Et donc, ils se sont décidés, au bout du compte, à s'arrêter à l'île d'Annobon. Je vais vous la montrer où elle est. L'île d'Annobon, elle est là. Voilà. Il y a un moment, ils n'en peuvent plus, ils décident d'arrêter, quoi. D'abord parce qu'il faut faire de l'eau, il faut des ravitaillements, il faut soigner les blessés, réparer les bateaux, et on s'arrête à l'île d'Annobon. Pourquoi Annobon? D'abord, son nom, Annobon, c'est parce que ça a été découvert par des Portugais. Quand? Le 1er jour de l'année. Ben voilà. Annobon, bonne année, les Portugais. Ben oui, mais il faut suivre un peu, hein. Je fais des efforts, moi. Hein. Alors, dites. Alors, cette île-là, elle appartient aux Portugais, mais il y a un certain Moucheron, Corneille, fils de Georges de Vitré, qui est capitaine d'un bateau de la famille Moucheron, qui a récupéré l'île d'Annobon. Il a le même âge que François Martin, c'est la même bande, ils allaient en classe ensemble, le fils Corneille. Et donc nos bateaux, qui sont en perdition, arrivent à l'île d'Annobon, forcément. Ben oui, mais à l'île d'Annobon, il y a eu un petit problème entre-temps, c'est qu'on n'a pas Facebook ou les actualités en réseau, et les Portugais ont récupéré leur île. Ah, voilà. Et donc, ça va leur coûter très cher, parce qu'au moment où ils envoient 3 ou 4 chaloupes pour aller faire de l'eau, ils se font prisonniers par les Portugais et toute la tribu qu'il y a autour, et ils vont être prisonniers, on va demander une rançon alors extraordinaire, il va y avoir des échauffourées et on va même perdre un lieutenant. Le pire dans tout ça, c'est quand on va être obligé de partir parce que les Portugais nous empêchent de faire de l'eau en nous balançant des cailloux, des flèches, des armes, parce qu'il y a une partie de l'île avec des falaises et les sources sont en bas, vous voyez. Donc nos 2 bateaux sont obligés de repartir. Je regarde mes feuilles, sinon je vais me perdre aussi, moi. Voilà. Et ils partent, ils sont très mal en point, ils n'ont rien réglé du tout, pas fait suffisamment d'eau, pas récupéré. La seule chose qu'ils ont trouvé d'intéressant, ils ont trouvé des oiseaux sur les rochers qui ressemblent un peu comme des pigeons, et ils s'en sont gavés. Voilà ce qu'ils ont fait en gros. Alors on continue, parce qu'ils rencontrent leur premier problème. Le problème, c'est ce que François Martin appelle le scrubut, et qu'en fait on appelle le scorbut. Donc le scorbut, on sait en gros qu'il faut, au bout de 2 mois, sans vitamine C, tout va de mal en pis. Bon. Mais on sait ces choses-là depuis longtemps. J'ai retrouvé de traces du temps de, comment il s'appelle celui-là, Hippocrate. Vous savez, Hippocrate, 2500 ans, qui explique que les Phéniciens et les Étrusques qui se baladent en Méditerranée prennent soin de s'enduire le corps d'huile d'olive pour se protéger des rayons soleil, et ils mangent des agrumes tous les jours pour rester en bonne santé. Et ils s'obligent systématiquement à dormir à terre tous les soirs. 2500 ans. Hein. Le Français, ça ne veut rien de tout ça. Rien du tout. Et donc, 2 mois, le scorbut commence à ronger l'équipage. Surtout l'équipage. Parce que les gens de bonne maison du bateau mangent un peu mieux quand même que... Oui. Au début, on est parti, il y avait même 1 vache, 2 vaches dans le bateau. Mais une vache, ça a besoin de 100 litres d'eau par jour. Alors ça se gâte vite. Les poulets, les moutons, tout ça. Puis alors les légumes. L'eau. Vous vous rendez compte, on est arrivé au niveau du Portugal, il fait 30 degrés, et l'eau est dans des tonneaux en bois. Vous imaginez ce que ça donne? Imbuvable. Les vers sont dedans, ça grouille. Bon, donc, à bord, on a un certain François Martin qui observe ça, qui découvre ça, qui au début se dit, il y a une maladie de la rate, c'est pas possible. Et il va commencer à observer et il va écrire un bouquin entier, le gars. Et je retrouvais, par exemple, il écrit, pour décrire la maladie, il écrit « Peu à peu, certains hommes deviennent tout bouffis. J'ai moi-même ouvert les corps de quelques-uns de ces malheureux, et je peux dire que j'ai trouvé aux uns des abcès de la rate, aux autres des poumons secs et arides comme du parchemin rôti. Plusieurs cadavres avaient plusieurs abcès et foyers aux poumons qui rejetaient une boue puante et noirâtre. »
il va écrire tout d'un bouquin, et parmi les suggestions qu'il va faire, mais il est apothicaire, il n'est pas médecin, il ne s'autorise pas à dire en médecine ce qu'il faut faire, il est apothicaire. Donc il a suggéré dans son bouquin que ça serait bien de manger des limons, de faire du jus de citron sucré, d'amener du vinaigre avec nous, avec le citron, parce que le vinaigre conserve bien le jus de citron, enfin, des trucs que tout le monde connaît maintenant, forcément. Bon. Il écrit ça en 1604. Eh bien, il a fallu attendre 1856 parce que tout le monde sait que les Français arrivent à tout, mais ils mettent un peu de temps. 1856, 250 ans plus tard, pour que le jus de citron devienne obligatoire sur les bateaux de la marchande. Et il a fallu attendre 1930 pour qu'on comprenne que le scorbut, c'est en effet une affaire de déficit en vitamine C. Et il a fallu attendre 1971, j'étais un beau jeune homme à l'époque, pour que les pastilles de vitamine C soient obligatoires sur les navires de guerre. Vous vous rendez compte un peu? L'autre, 1600, il savait tout avant tout le monde, quoi. Vous voyez? Pouf! Ils font des voyages terribles et ils vont finalement réussir. Au lieu d'aller chercher la boucle, vous avez vu, ils sont dans le golfe de Guinée, et au lieu d'aller chercher les allobronces tout de suite, ils sont passés par l'île de Sainte-Hélène. Sainte-Hélène, il ne faut jamais passer par là quand on descend. C'est quand on remonte, parce qu'on n'est pas dans le bon sens des courants. Ils ont tout faux tout le temps. Mais finalement, ils finissent par trouver la grande route. Bon, ils vont donc dépasser le cap de Bonne-Espérance. C'est pas, alors, je vous en dis une autre de plus, c'est pas vrai que c'est le cap de Bonne-Espérance qui est le cap de l'Afrique le plus bas. Non, c'est le cap des Aiguilles. Pas pareil. Bon. C'est la ville du Cap, on parle du cap de Bonne-Espérance parce qu'il y a une grande ville, mais c'est le cap des Aiguilles. Ils vont arriver là, après avoir eu de gros malheurs en mer, parce que c'est un endroit où pas trop pour les touristes. Et ils arrivent là dans un état épouvantable. Ils ne peuvent pas accoster parce qu'il y a des phoques partout qui les empêchent d'accoster avec les canaux. Vous voyez. Et ils s'arrêtent un peu, et qu'est-ce qu'ils retrouvent là? 3 navires hollandais, dont un navire hollandais est commandé par un certain Lefort, beau-fils des moucherons. Vous voyez, vous n'étiez pas loin. Et donc tout le monde est content parce qu'on retrouve un gars qui parle le français, qui est en fait un gars de Vitré, un gars de notre pays, ça discute. On décide de continuer de faire route ensemble pour la suite. 5 bateaux, une véritable flotte. Et alors, c'est la Java. Hein. Tous les soirs, on a décidé qu'on mangeait dans un des bateaux. Je parle des gens chics, hein, les capitaines, etc. Voilà, tous les soirs, on mange. Et donc, du coup, l'équipage fait un peu la fête aussi. Non, pas chez les Hollandais. On ne fait pas la fête chez les Hollandais. Chez les Hollandais, ça rigole pas, vous voyez. Bon. Mais chez les Français, alors là, ça y va. Et il y a un des 2 bateaux qui s'appelle le Corbin et qui est commandé par un capitaine qui s'appelle Groux, dont Pirard dira, ce Groux-là, c'est pas un navigateur, il n'y connaît rien, il ne peut pas être capitaine. Et en effet, Groux est un des hommes de grande famille de Saint-Malo, mais il est plutôt mathématicien et spécialiste des cartes. Et il a fait partie, il a dirigé des combats, mais enfin c'est un intello, quoi, vous voyez, plutôt. Et donc il s'est retrouvé patron d'un bateau avec un équipage, il n'est pas à la hauteur, quoi. Bon. On continue la route, c'est la fête. Sur le Corbin, c'est la Java générale. Et au bout de quelques jours, on va remonter le long entre l'Afrique et Madagascar. C'est pas là qu'ils auraient dû aller. Ils auraient dû contourner Madagascar par l'ouest pour rester dans la grande route. Mais ils suivent les Hollandais qui remontent la route des Portugais. Et là, ils sont dispersés par une série de tempêtes épouvantables et tous les bateaux sont dispersés. Et le croissant finit par échouer sur une plage de ce qu'on appelle la baie de Saint-Augustin, qui est au sud-ouest de Madagascar. Le Corbin arrive le lendemain, il n'a même plus de mât, il est dans un état épouvantable. Et le 3e jour, c'est le bateau hollandais de Lefort qui se pointe. Et on va rester là plus d'1 mois, 1 mois et demi. On va faire des affaires avec les gens indigènes du coin qui viennent avec des vaches, enfin des ébus, des chèvres. On échange une vache contre 2 cuillères en cuivre. Et on se goinfre, et allons-y, la vie est belle. Ça dure et ça dure, sauf que c'est quand même un endroit, cette plage de Saint-Augustin, où il fait une chaleur torride. On est arrivé avec le scorbut pour certains,
et puis la fièvre. Et une fièvre terrible que, comment dirais-je, François Martin appelle fièvre chaude avec frénésie. C'est-à-dire le gars, il meurt en 3 jours. Le plus terrible, c'est que les gens de bonne maison meurent aussi. Le capitaine Grou devient malade. C'est à tel point qu'on est obligé d'aller enterrer les gars à l'autre bout de la plage. Mais à l'autre bout de la plage, c'est embêtant parce que, dites donc, c'est des sables mouvants. Alors, ils creusent, au fur et à mesure qu'ils creusent, le sable se rebouche. C'est en kikinant. Il y a un gars qui a l'idée de planter 3 piquets, vous voyez, en pyramide, suspendre le cadavre avec une corde et de grosser en dessous et de le descendre au fur et à mesure pour qu'il soit enseveli. Ça, c'est la technique racontée par les gars. Hein, vous voyez. Et ils vont en enterrer 41 là-dedans. Au bout de plage, quoi, vous voyez. Et en même temps, le temps est long, ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas travailler, ils sont malades, la chaleur est torride, et puis ils ne font rien de bon. François Martin fait des tas de trucs. Il demande à ceux qui ont le scorbut de dormir à terre et ceux qui ont la fièvre de dormir au bateau où il fait plus frais. Rien n'y fait. Il fait laver tous les vêtements de tout le monde et faire suspendre les fringues de tout le monde. Pour, comme il dit, il va le dire, c'est pour favoriser l'évaporation des miasmes, dit-il, qui demande à tout le monde de se laver. Parce que jusqu'à maintenant, on n'avait pas pensé à faire ça. Bon. Et alors, hop, alors, ouais, voilà, la bête Saint-Augustin. Comme on ne sait pas quoi faire, on va faire la chasse aux crocodiles, on les ouvre, on sort les viscères, parce que l'odeur des viscères est tout à fait particulière, et ils adorent, ils s'amusent de ça. Ouais. C'est quand même bizarre, comme dit le petit bonhomme. Donc 41 morts en un mois. J'ai retrouvé un petit bout de texte qui parle de ça. Pas un de ces aventuriers, dit François Martin, qu'il soit de Laval, de Vitré ou même marin du port de Saint-Malo, n'aurait songé finir enseveli dans l'ocre d'un sable mouvant, lieu oublié du monde, lieu où viennent renifler de gros lézards hérissés des griffes de l'enfer, terrible lieu qu'on appellera le cimetière des Français. Ça existe toujours. Le cimetière des Français, ça existe toujours, de l'époque. Voilà, ils vont continuer leur périple. Hop. Voilà, ils vont continuer leur périple et ils vont remonter la route des Portugais par là. Alors qu'ils arrivent, voilà la grande route, vous voyez, c'est ça. Et quand on veut aller vers Sumatra, on prend la grande route, puis on passe directement, on va passer les Mascareignes ici, c'est l'île Maurice, l'île La Réunion, l'île Rodrigue, pour aller chercher la pointe de Sumatra. Bah, eux, ils ne font pas bien, ils vont aller par là, et ils vont arriver ici, à un endroit qu'on appelle aujourd'hui les Maldives. Voilà. Et bien, ce qui va passer aux Maldives, c'est qu'un des 2 bateaux va échouer. Je raconte, parce que ça vaut son pesant de crottin. Avant la pique du jour, les bâtiments se présentent à nouveau vers les îlots des Maldives. Parce qu'ils ont erré, c'est un labyrinthe. Le Corbin est passé en avant et flirte avec les sables d'un atoll. C'est pas moi qui raconte, c'est Pirard. À bord, le sommeil a conquis les têtes, même le maître d'équipage s'est assoupi, l'esprit trempé dans les vapeurs du vin qu'il a incurgité toute la nuit avec les gars de quart. Les Corbins. Pas un feu pour éclairer la boussole. Personne pour l'horloge de sable. Juste une brise tiède sur le pont qui enveloppe l'équipage. Puis soudain, c'est le choc, la coque craque en heurtant le corail, la membrure gémit, les hommes sursautent, se lèvent hébétés, les regards perdus. On s'agite, on gesticule, pas un son intelligent ne sort des gueules béantes. Le Corbin avance encore, il s'entête et vient se coucher sur le flanc. Le grand mât se brise, l'équipage bascule en criant. Sur le Corbin, c'est un problème de discipline. Le v'là. Je lis ce que Pirard écrit, parce qu'il est encore là. Comme une proie saisie de peur, une bête sidérée, le bateau s'immobilise. Grou, le capitaine, est sorti de son lit qu'il n'avait point quitté depuis 1 mois. Il est en chemise, il a les cheveux en bataille, les ragards. Alors tout l'équipage se tourne vers lui, c'est le capitaine. On attend une parole décisive, un ordre. On se contenterait d'une phrase solennelle.
Pas un mot. La sueur dégoutte sur son visage, les mains cramponnées à une vergue, il éclate en sanglots. Ordre est lancé de couper les mâts pour éviter que le bateau ne penche davantage. Le flot se fait plus dur et donne des coups de butoir. Ordre est jeté de tirer un coup de canon pour avertir le navire amiral, le Croissant, qui n'était pas au courant que l'autre s'est échoué. Il faudrait réunir de quoi faire un radeau, disent les gars. Ordre est donné d'allumer des feux pour éclairer, parce qu'on n'y voit pas encore comme il faut. Et puis déjà, des vagues s'engouffrent dans l'ouverture de la coque. Le Croissant n'est pas loin. Nous sommes le 1er juillet 1602. Ça fait presque un an qu'ils sont partis. Et il ne peut pas s'approcher, le Croissant, parce qu'en cours de route, lui, il a perdu sa patache. La patache, c'est un mini-bateau qu'on construit, qu'on envoie en kit dans le grand bateau, puis quand on arrive sur les lieux, ben on le fabrique, vous voyez, et on peut y mettre 10 hommes, et avec une patache, on peut remonter les rivières, on peut aller vers les hauts fonds, vous voyez. Bon, ben, le Croissant, ils ont perdu la patache. Bon. Donc on ne peut pas aller sauver les gars du Corbin. Frottet décide de continuer la route, hein, de laisser tomber, on ne peut pas s'approcher. Et ils partent. En partant, ils voient qu'un bateau des indigènes de ces îles vient à la rencontre du Corbin. Et effectivement, il y aura une dizaine d'hommes qui vont être sauvés, dont notre fameux Pirard, qui nous raconte tout plus tard. Bon. Et donc, on voit les deux, là. Ah, bah, attendez, je vais trop vite. Poum. On voit les deux, là. Donc ça, c'est le Corbin, ici, hein, qui s'est échoué. Et puis ici, le Croissant, qui ne peut pas... Ça, c'est quelque chose qui a été décidé par le prince Joinville au 19e. Voilà. Allez, on continue, hein, parce que ces gars-là, ils ont décidé de continuer, le Croissant, de remonter vers les Indes, d'aller plein est, plein est, oui, et d'arriver ici, à la pointe de l'île de Sumatra, un endroit qui s'appelle, c'est écrit Aceh ici, à l'époque on dit Hachem. Bon. C'est un lieu international. Les 3 Hollandais sont déjà là. Il y a aussi des Anglais, il y a des Portugais. Tout ce monde-là fait du commerce. Et il y a donc notre copain Lefort qui est là avec son bateau, quand le Croissant arrive. Et parce qu'on est à l'époque, les Portugais ils sont là depuis des dizaines d'années. Hein. Et donc les Anglais et les Hollandais se font la guerre entre eux, tout en essayant de virer les Portugais. Ils se font la guerre entre eux pour essayer de récupérer ce qu'on appelle les îles Banda, les îles de la Sonde, où il y a la noix de cajou, qui est considéré comme le summum du summum de l'époque. Vous voyez, bon. Donc ils se font la guerre entre eux. Et les Français arrivent là-dedans. Bon. On veut du poivre. Le poivre, à l'époque, c'est considéré pas comme un condiment qui va masquer la mauvaise odeur de la viande avariée, hein, mais c'est considéré comme un antipoison. C'est considéré comme un médicament pour les problèmes de fécondité. Ça vaut plus cher que l'or, le poivre. Donc c'est la principale raison pour laquelle on va par là. Donc Hachem, alors voilà le poivre, et voilà Hachem, ça ressemble à ça. J'arrive au bout, hein, il ne me reste plus que 6 ou 7 pages, hein, ou plus. Hachem, c'est le rendez-vous aussi des Malais, des Chinois, des Siamois, des Javanais, des Arabes, des Bengalais, et tous ces gens-là sont venus, ceux du nord avec la mousson d'hiver, et ceux du sud avec la mousson d'été. On arrive à cet endroit-là, qui est un milieu, et on fait du commerce. Et ça y va, hein. C'est un port international. Un peu plus bas, dans le détroit, plus bas, on trouve Malacca à l'époque, qui n'existe pratiquement plus aujourd'hui d'un point de vue historique. Et on a un problème, le capitaine Frottet, du Croissant, est malade lui aussi. Il est quasiment mourant. Et il donne ordre en disant, il ne faut pas qu'on reste là, parce que si je meurs, moi le capitaine, le seigneur du lieu a le droit, dans la loi du pays, de récupérer la cargaison et le navire. Donc, nous, les Français, on ne peut pas rester là si je meurs. Bon. Sauf qu'on ne peut pas partir comme ça aussi facilement, parce que, si vous voulez, le Croissant, il est dans un sale état. Et ben, des hommes d'équipage, on en manque aussi. On a vraiment un gros problème. Donc, on cherche des solutions pour pouvoir repartir, et on n'en trouve pas. Pendant ce temps-là, le temps passe, et par exemple, j'ai trouvé une anecdote de François Martin qui montre que c'est déjà un homme de science qui expérimente. Voilà ce que je trouve sur lui. Un texte qui est rapporté par son copain Julien Bigot, ils seront les 2 seuls rescapés de Vitré. Et
ils sont tous les deux en pause, quoi, hein, et ils observent les mousses qui ont fait une collection de caméléons qu'ils ont mis dans un petit enclos en bois et ils jouent avec, quoi, parce qu'ils trouvent les caméléons, c'est rigolo, avec leurs yeux qui bougent, qui ont l'air d'être timides, patati patata. Et François Martin en a attaché un dans une cage. Alors son pote Julien lui dit alors que les jeunes passent leur temps en tourmentant ces petites bêtes, d'accord, mais toi, François Martin, ça m'étonne. Alors l'autre lui dit je fais une observation. Ah bon? Je te signale que celui que tu as mis dans la cage, il est mort. Hein. Oui, je sais. Alors, qu'est-ce que tu le manigances, lui demande l'autre. Eh bien, chez mon oncle Bridon, où j'ai fait mon apprentissage d'apothicaire, il y avait un vieux livre d'un certain Thévet qui parlait des singularités de la nature. Et il assure que le caméléon se nourrit de l'air du vent. Et donc, moi, François Martin, je veux savoir si c'est vrai. Et donc, il me dit, je sais. Ah bon? Ben, il est mort? Oui, mais j'ai regardé les autres aussi. Pendant que lui, il mourait de faim, les autres se nourrissaient avec leur langue en avalant des mouches. Donc vous voyez, et il fait tout un texte d'explicitation comme ça pour montrer qu'il a, enfin pour démontrer qu'il a raison. Vous voyez. Donc à l'époque, c'est pas courant d'utiliser l'expérimentation pour prouver quelque chose. De ce point de vue-là, il est en avance un peu sur son temps. On continue parce que ça va être le moment du retour. Hop. Et pour le retour, eh ben, ils vont être obligés de... je vous ai dit que le Croissant n'était pas en bon état. Et je vous ai dit qu'il n'y avait pas assez d'hommes d'équipage. Bon, ben, ils vont enrôler de manière malhonnête 8 Malais. En leur disant, bon, non mais les gars, c'est juste pour quelques jours, pour nous aider à traduire, quand on va faire du commerce un peu plus au sud, etc. Les 8 Malais, en fait, ils les prennent pour tirer sur les bouts. Et Frottet discute avec Lefort, le Hollandais, et ils disent, bon, le Croissant, il faut qu'on ramène la cargaison, mais il n'est pas en état de ramener la cargaison. Alors, ils décident, Frottet et Lefort, de récupérer un des 2 autres bateaux hollandais. Et donc, on attaque. Sauf que ça se passe mal. Frottet est fait prisonnier, il va mourir 3 mois plus tard, et les Français partent en catastrophe. Ils fuient, dans l'état où ils sont. Et ce qui va se passer, c'est qu'une semaine après leur fuite, Frottet meurt, l'amiral. Et quand on regarde bien ce qui s'est passé, dans la liste des gens qui restent sur ce bateau-là, il n'y a plus le Frottet qui commande, il n'y a plus de Lefort capitaine, et il n'y a plus aucun représentant des grandes familles sur le bateau. Le seul qui resterait et qui pourrait être un représentant des grandes familles, c'est... Ben voilà. Et là, il comprend tout le niveau de sa responsabilité, surtout quand il voit dans le regard le reste de l'équipage qui attend de lui des ordres. Voilà. Et donc, il va falloir ramener le bateau. À bord, il y a 14 tonneaux de poivre, 1 tonneau d'indigo et 1 tonneau de cannelle. C'est une fortune, hein, énorme. Mais le bateau est à moitié vide. Mais c'est quand même une fortune. Il va falloir le ramener. Donc, il commence à descendre. Hop, ils vont longer le Sumatra et descendre par ce qu'on appelle les îles de la Sonde. Pourquoi on appelle ça la Sonde? C'est parce qu'à cet endroit-là, il y a des hauts fonds, et il faut sonder tout le temps. Donc le nom est resté. Hein. Ils vont descendre, ils vont passer les Mascareignes ici, ils vont prendre la bonne route ce coup-ci. Hein. Ils vont passer les Mascareignes et puis arriver au Cap, là, et ils vont rencontrer d'autres Hollandais et d'autres Anglais, de Lancaster, l'amiral Lancaster et autres. Tous ces gens-là racontent, hein, les Anglais et les Hollandais. On peut recouper tous les écrits. Donc tout ce que je raconte, c'est vrai. C'est vérifié par d'autres types d'écrits. Et là, tous ces gens-là décident de s'entraider parce qu'ils sont dans un état épouvantable. Et même s'ils ont eu l'occasion de pêcher des bonites en cours de route pour se nourrir, enfin bref, ils sont dans un état. Et donc, arrivé là, cet équipage-là, une véritable flotte d'une dizaine de navires, décide de remonter jusqu'à Sainte-Hélène, où ils vont faire encore une halte, la dernière halte, avant le dernier saut pour remonter en Europe. Les Français, ils ont toujours le même problème. Le bateau n'est pas bon. Il en faudrait un autre bateau. Et François Martin décide de récupérer celui des Anglais qui sont à côté d'eux, qui a l'air d'être en meilleure santé. Donc, on décide d'attaquer les Anglais, qui venaient de nous donner des barils de pain. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Mais pour le malheur de François Martin, il reste un des mousses du Croissant est un Anglais. Il a été embauché, mais il est anglais. Et quand il apprend ça, ben, il prévient l'équipage du bateau anglais.
Donc c'est raté, et on repart encore, ce que j'allais dire, la queue entre les jambes, on reprend la mer dans un état épouvantable. Ça aurait été beaucoup plus profitable de repartir à 5 navires pour remonter l'océan Atlantique, parce qu'on avait les chances de s'entraider, et là ils partent tout seuls dans un état épouvantable. Et peut-être qu'il faudrait que je change de page. Non, pas encore. Et donc ils vont remonter, se perdre, puis arriver ici, juste au sud des côtes du Portugal, et là, c'est la fin de la fin. Ils sont en train de faire leur prière, les gars. Quand arrivent, vous allez me dire qu'ils sont partout, 3 Hollandais qui arrivent de Méditerranée et qui arrivent là. 3 autres Hollandais. Hein. Vous savez que les 75% des bateaux hollandais appartiennent aux... Voilà. Ça, c'est pour... Et donc, il y a négociation entre les Français et les Hollandais décident de porter secours, récupérer l'équipage et récupérer la cargaison. Et tout ce monde-là s'en va, et on va aller ici en Angleterre, à Plymouth, où on va débarquer tout le monde. Le bateau hollandais qui a rendu service récupère 1/3 de la cargaison. Et pour ce qui est des 2 autres tiers, on ne sait pas, dites donc. Sauf que la seule chose que j'ai trouvée, c'est que le bateau qui est juste à côté, à 300-400 mètres à côté, à Plymouth, il appartient au Moucheron. C'est la cargaison à Moucheron, ça. C'était son bateau, le Corbin. Vous voyez? Bon. François Martin et Julien Bigot sont ramenés en France et ils vont rentrer à Vitré, où ils vont être accueillis en héros. Les 8 Maltais vont rester à Saint-Malo et eux, ils rentrent chez eux. Je sais tout ça, je retrouve tout. Il y aura donc que 14 survivants, je vais très vite maintenant, sur les 180. Le Julien Bigot, il fait une dépression nerveuse. Il promet à genoux devant Notre-Dame qu'il ne remettra plus jamais les pieds sur le pont d'un bateau. Il ne veut plus entendre parler de mer, rien du tout. Et le François Martin, lui, il a trouvé tout ça très bien. Et il n'arrête pas de raconter, et comme on sait qu'il le raconte bien, voilà. Et on dit que ça finit par arriver aux oreilles de Henri IV. Mais moi, je pense qu'il y a un certain Moucheron qui en a parlé aussi aux oreilles de Henri IV. Bon. Et il est invité à la cour de Henri IV, et là, on va lui demander de raconter son périple, etc. Et comme il parle bien, il devient la coqueluche de la cour, on l'appelle le Jason des mers. Il y en a même certains, attendez si je trouve ça, il y en a même certains qui lui écrivent des poèmes pour lui, vous voyez, il fait des connaissances, patati patata. Henri IV va lui demander d'écrire son périple pour convaincre les financiers, les investisseurs français de se lancer dans la route des épices. Il va lui dire, raconte ton truc, écris, on va le diffuser partout, il faut convaincre les investisseurs. Et François Martin va donc raconter son bouquin, qu'on peut se procurer encore. Hein. Et comme je vous l'ai dit, il a une commande, il va faire de la communication. Il ne va pas aller dire combien c'était dur. Il ne va pas raconter l'épisode des cimetières des Français dans la baie Saint-Augustin. Tout ça, je l'ai su avec Pirard. Vous voyez ? Alors donc, il fait donc dans la communication, comme on dit à l'époque. Et il va éditer son bouquin. J'ai retrouvé toute la conversation entre Henri IV et lui. Je sais même que Henri IV, dans la nuit, il a été malade. Je ne vous dis pas de quoi. Et il lui dit un peu comme ça, vous sentez-vous d'écrire avec la même entrain que vous avez su montrer, demande le roi, sauriez-vous écrire votre voyage? Alors l'autre lui dit oui, c'est-à-dire, bon, je passe. Pour aller plus vite maintenant, je vous épargne un peu les textes, mais pour récompenser, Henri IV décide de le faire apothicaire. J'ai le discours, tout à l'heure. Parce qu'il n'est pas apothicaire. Il a ses lettres attestatoires comme quoi il a fait des études, mais il n'a pas le diplôme. Henri IV décide de le lui donner officiellement. Parce que, si vous voulez, pour être apothicaire, à l'époque, je vous lis ça, il y a juste 30 mots, en général, un apothicaire, il doit donner des années de compagnon, il en a fait quelques-unes, et puis alors, avant de pouvoir se présenter devant un jury pour obtenir son diplôme, eh ben, il doit payer des sommes à la confrérie des apothicaires. Et par exemple, pendant la présentation de son examen, il doit payer une collation au jury. Bon. Et puis le jour de la présentation des drogues qui vont servir à faire son chef-d'œuvre, il doit offrir un souper, mais sans excès, c'est marqué.
Et puis tous les jours pendant lesquels le candidat besogne à ses préparations pharmaceutiques, on attend de lui un déjeuner et un goûter à ses 4 surveillants. Et le jour de la proclamation du résultat, un souper à tout le monde. Et le jour où le chef-d'œuvre est porté solennellement à l'hôtel de ville, un banquet général pour les apothicaires et leurs épouses de toute la ville, et même pour les veuves. Par exemple, à l'époque, la ville d'Angers avait 22 apothicaires. Hein. Ça commence à faire du monde hein, pour les casse-côtes. Et le même jour, souper offert aux mêmes, le soir, mais sans les femmes. Bon, donc François Martin, lui, on lui a épargné ça, il a le droit de devenir apothicaire à Rennes s'il veut, et il va s'installer à Vitré. De plus, François Martin, voilà, apothicaire à Vitré, j'en passe des meilleurs, François Martin, Henri IV va lui promettre une somme de 1800 €. 1800 livres, on va arrêter. Hein. En faisant le calcul grossièrement, ça pourrait être un vrai débat d'historien, mais en gros, ça fait 360 000 €. 360 000 € pour le récompenser. Il a en fait demandé au grand, je sais pas quoi, trésorier de Rennes de trouver les moyens de lui donner la somme. Pas lui, Henri IV, il n'en a pas. Mais de demander à celui de Rennes, et celui de Rennes dire quand j'aurai fini les travaux du canal de machin, je verrai à donner à M. François. J'ai retrouvé une lettre de François Martin qui est écrite à Louis XIII, en 1620, je sais pas quoi, comme quoi il dit j'ai toujours pas eu mes sous, hein. Donc il les aura jamais. Bon. Ce gars-là, malgré tout, il est devenu tellement riche qu'il s'est acheté un domaine qu'il a appelé la Ricorday, une scierie. Il est devenu sieur, lui, simple apothicaire. En vendant des remèdes, il devient aussi riche que les Guillaudeux. Bon, faut dire qu'il a épousé Périne, la fille aînée des Guillaudeux. Ça aide un peu. Et puis alors, il est très copain, il est resté très copain avec la famille Moucheron. Et on sait depuis, j'ai retrouvé, c'est un débat que j'ai avec mes collègues qui ont fait les thèses, en recoupant l'ensemble des informations qu'eux n'avaient pas avec les miennes, on s'aperçoit quand même qu'il a récupéré une partie du pactole des Moucherons, les 2/3 de la cargaison de poivre. Là, c'est du 700 000 livres, ça compte. C'est des sommes pharaoniques. Vous voyez. Et donc, quand son fils, à François Martin, 50 ans plus tard, vend le domaine de la Ricorday, il est vendu, on retrouve chez le notaire, hein, j'ai trouvé, 8 000 livres, c'est-à-dire à peu près 1 600 000 € aujourd'hui. C'était une jolie petite demeure, sans compter les dépendances, et puis parce que chacun avait aussi des fermes, et puis une maison de campagne, ils appelaient une maison de campagne, ils avaient tout ça. Donc voilà comment il a réussi à gagner ses sous. Henri IV a réussi à ce qu'il y ait encore une deuxième expédition en 1616, puis en 1622, puis ça s'est arrêté là. Et puis après, on a tout recommencé à zéro, comme s'il n'y avait rien existé du temps de Colbert, avec la Compagnie des Indes de Colbert. François Martin est devenu héros de la ville, il va devenir prévôt des marchands. Donc ce n'est pas n'importe qui. Il va devenir miseur de la ville de Vitré, c'est-à-dire, aujourd'hui on dirait le maire. À l'époque, il était chargé des finances de la ville. C'était un poste plus qu'honorable, un poste de pouvoir dans une ville aussi riche. Et bon, donc ça devient un politique très important. Bon. Pour finir, oui, il ne me reste plus que 2 fiches. Pour finir, on arrive en 1630. Il est né en 75, donc 30, il a 55 ans. 1630, grande peste. Les pestes arrivent au port de la ville. La population alentour est dépecée totalement. À l'intérieur de la ville, la peste, horrible. Vous savez ce que c'est? On met des masques, des trucs pointus. Si vous êtes malade, on vous enferme chez vous, avec des planches et des clous, et on vous apporte de la soupe, et c'est tout. Vous imaginez bien un peu comment c'était. En gros, ça fait peur parce qu'on n'a pas trop inventé de choses non plus, nous, pour lutter contre des choses terribles. Hein. Donc il y a ça. Les 20 000 habitants vont disparaître. François Martin est une des rares grandes familles à être restée dans la ville. Il a continué et il fabriquait ce qu'on appelle l'électuaire de Hyacinthe. L'électuaire de Hyacinthe qu'on considérait comme étant celui qui pouvait soigner de tout, et en particulier de la peste. Alors là, il en a fait des tonnes et des tonnes. Ça coûtait extrêmement cher de faire ça. Bon. Il a fait ça, et puis il a fini par mourir lui aussi, atteint par la peste.
Et j'ai retrouvé que le samedi... Attendez, est-ce que je vous ai montré... Henri IV lui a demandé de faire une deuxième édition de son bouquin, rajouté. Et là, il a rajouté tout son traité sur le scorbut en plus. J'ai sauté des trucs, hein. Je ne sais pas pourquoi. Prévost, j'ai dit tout ça, on arrive à la fin, poum, s'il veut bien, voilà, la peste, bon, je vous fais grâce de tout ça, on arrive à la fin. Le samedi 4 janvier 1631, les obsèques se font dans l'intimité familiale, il n'y a plus personne, sous la conduite de son frère Étienne. Jeanne, la sœur de François, soutient Périne, sa femme. Charlotte est venue de la campagne où elle s'est réfugiée avec son mari. Anne et Guy, c'est les enfants, hein, entourent François qui vient d'avoir 12 ans, François Martin, et personne d'autre. Le 27 septembre 1631, Étienne Martin, le frère, devient miseur à la place de son frère. Il constate qu'il reste 20 personnes dans la ville de Vitré et il meurt à son tour. Rigolo. Comme quoi la peste, ça fout tout le monde, les compteurs à zéro pour tout le monde. Hein, ça rigole pas. Voilà, monsieur, dame, j'en ai terminé. J'espère vous avoir apporté quelques petites connaissances et puis un peu de distraction. C'était mon ambition. Je sais qu'il est plus que tard. Alors, la dame, on m'a dit qu'il y avait un micro pour les dames, pour les gens qui voulaient parler. Oh, il doit marcher tout seul. Oui, c'est parce que ça enregistre. Allez-y. C'est peut-être que le monsieur là-haut qui doit le faire. Ah non, c'est bon, allez. Coucou, ça marche, oui. Vous avez dit que les 2 bateaux avaient été entourés de plaques de plomb, mais qu'il y avait quand même eu une grosse hécatombe au niveau du... J'allais dire du personnel. Enfin, vous avez compris, l'équipage, voilà. Mais est-ce qu'ils n'ont pas été atteints de saturnisme, tout simplement? Non, hein, c'était les fièvres tropicales. Puis oui, mais vous vous rendez tout, compte que sur ces bateaux-là, il n'y a aucune hygiène. Je ne vous explique pas comment ils faisaient leurs besoins. Oui. Hein, et ils mangeaient du lard salé, des biscuits dans lesquels les verres étaient incrustés. Ces gars-là étaient costauds. Hein. Vous imaginez que vous auriez passé une semaine sur un bateau comme ça? Nous? Vous auriez beau demander où est la salle de bain. Et alors, une autre question concernant l'amiral Coligny, parce qu'il était malgré tout amiral. Est-ce qu'il a eu de fait une carrière maritime? Est-ce qu'il a été une partie prenante justement dans le développement? Qui Coligny, puisqu'il était Coligny, amiral de Coligny, c'est un titre. Hein. Ah bon, d'accord. Vous n'avez jamais dû mettre les pieds sur un bateau, Coligny. Non, c'était un titre. Voilà. Merci. Enfin, moi, je dis ça, je ne suis pas historien, mais bon, ça me paraît évident. Alors, encore une ou deux questions? Eh ben, écoutez, si tout le monde est content, voilà. On va fermer la classe, on va pouvoir aller faire des rêves et des cauchemars, pour ceux qui préfèrent. Merci, monsieur, dame.